Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir pour notre première édition du webinaire Lola Health qui vise à décrypter les nouveaux enjeux du monde du travail et y apporter des éléments de réponse par le biais d'invités issus de différents champs d'expertise. Pour ceux qui découvrent Lola Health, en quelques mots, nous sommes une assurance santé à destination des salariés qui vise à fournir des couvertures et services plus complets, notamment sur la santé mentale, la médecine douce, ainsi que sur les spécificités féminines et masculines. Donc, pour revenir un petit peu au sujet de notre webinaire, aujourd'hui, nous chercherons à mieux comprendre les enjeux qui se jouent derrière un phénomène grandissant dans la société et qui touche les entreprises de toutes les tailles. Donc, on parle ici du désengagement d'une partie des salariés pour leur travail. C'est un phénomène qui trouve ses racines aux États-Unis avec ce qu'on appelle la grande démission et qui pousse un grand nombre de salariés à quitter leur emploi, voire à sortir complètement du monde du travail. Et nous nous intéresserons aux causes, mais aussi à ces symptômes qui touchent à peu près toutes les populations, quel que soit leur âge, tels que l'isolement, le stress, le burn-out, la dépression, et qui engendrent parfois même au sein de l'entreprise des climats de défiance et de paranoïa. Ce phénomène est parfois renforcé par un contexte social, économique et sanitaire anxiogène, et aussi des nouvelles méthodes de travail telles que le télétravail. Nous présenterons donc des pistes pour y apporter des éléments de réponse, mais également des actions à mettre en place à des fins de prévention. Donc, pour ce faire, nous avons aujourd'hui 3 invités. Tout d'abord, Mathieu Chêne. Merci Mathieu d'être avec nous. Donc, expert en sciences comportementales, directeur associé du cabinet BVA Nudge Consulting et auteur du livre La fabrique des solitaires, un livre passionnant qui met en lumière un phénomène de solitude qui touche la France depuis plusieurs années et qui est grandissant. Ainsi, j'avais cru comprendre que la France comportait 14% de sa population qui était actuellement dans une situation d'isolement. Et en plus, le livre questionne plus globalement notre époque, qui construit un petit peu un simulacre de collectif et qui conduit les individus à vivre seuls, tous ensemble. C'est un livre que j'ai trouvé super pour l'avoir parcouru et que j'invite chacun à lire parce qu'il permet de mieux comprendre notre époque, de mieux comprendre aussi certaines situations dans lesquelles on peut se trouver et essayer d'y apporter des solutions. Notre deuxième invitée est Nancy Biary Anderson, psychologue clinicienne, spécialiste dans la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est ce qui vise à modifier positivement les croyances et pensées négatives que les patients cultivent sur eux-mêmes. Elle est également lead psychologiste chez Mindler, une plateforme qui vise à faciliter l'accès aux psychologues par la téléconsultation. Elle y manage une quarantaine de personnes et pourra nous apporter aussi des conseils sur son expérience de manageuse. Et enfin, nous avons également avec nous une invitée surprise, Isabelle Barthes, professeure agrégée des universités et chercheuse en sciences managériales, directrice aussi de l'INSEC School of Business de 2018 à 2020. Elle pourra nous apporter toute son expérience sur le monde du management et de l'entreprise. Elle interviendra notamment en deuxième partie de soirée lors de la phase de débat. Justement, ce webinaire se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, je donnerai la parole à Mathieu et à Nancy pour qu'ils posent les grands axes de leur pensée. Puis, dans un second temps, nous laisserons place aux échanges entre tous les intervenants et vous, le public, êtes invité à poser vos questions et à réagir si vous le souhaitez. Donc, sans plus attendre, maintenant, je vais donner la parole à Mathieu pour débuter ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Victor pour cette introduction qui a effectivement bien planté le décor. Je vais d'abord, si vous le voulez bien, en quelques mots planter le décor sur la qualité de vie au travail, la façon dont les Français vivent cette qualité de vie au travail. Si on devait résumer, on a aujourd'hui un tableau un petit peu en clair-obscur. En façade, il y a, quand on interroge les Français et les salariés français, une relative satisfaction sur la qualité de vie au travail, avec une majorité, environ 75, 2 tiers de Français, entre 2 tiers et 75%, qui se disent plutôt satisfaits. Et en fait, tout se joue en réalité dans ce plutôt satisfait. Parce que lorsque l'on creuse, que ce soit en quali ou lorsque l'on creuse dans des items, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un verre qui est à moitié plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des salariés
il y a des nouvelles générations qui aujourd'hui sont plus exigeants. Plus exigeants d'abord dans le sens donné à leur travail, plus exigeants aussi sur l'équilibre de vie personnelle et professionnelle. Et je pense que tous les salariés, tous les gens qui travaillent ici, qui managent, s'en rendent compte. Et puis, il y a aussi des salariés qui se sentent en position de force, avec une pression inflationniste sur les salaires, mais qui, je crois, est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces pressions inflationnistes sur les salaires, il y a une question plus fondamentale sur le rôle que les salariés veulent jouer dans l'entreprise et le rôle qu'ils veulent voir donné par leur travail au quotidien. Enfin, il y a eu une cristallisation qui s'est opérée pendant le Covid, qu'on a bien tous repéré, qu'on a repéré particulièrement chez BVA. Ce temps du Covid, il a créé ce qu'on appelle, nous, un temps d'arrêt, un moment pendant lequel le salarié va s'interroger, quel est le sens de mon travail? Est-ce que je fais véritablement ce que je veux faire? Ce temps d'arrêt, il a aussi eu un impact très défavorable sur la qualité, la perception de la qualité de vie au travail, lié bien sûr au télétravail, avec un quart des salariés qui estiment que la cohésion d'équipe, notamment, et le collectif de travail a baissé. Conséquence, il y a ce que l'on ressent tous un petit peu, c'est cet affectio societatis qui diminue, ce lien à l'entreprise qui diminue. Et cet affecto societatis qui diminue, il se traduit avec des chiffres qui sont moins importants qu'aux États-Unis. On ne peut pas parler de grandes démissions, mais néanmoins, quand on interroge les salariés français, il y a un quart qui envisagent de démissionner de leur emploi. Pourquoi? Parce qu'on retrouve alors l'épuisement, le manque de reconnaissance, la question du salaire qui est en toile de fond. Et tout ça, je pense que ce moment de cristallisation post-Covid, il doit nous interroger sur les fondamentaux. Quels sont en réalité les grands leviers de l'engagement? Alors, je vais vous parler d'un point de vue comportemental sur ces quelques piliers qui nous semblent essentiels à rappeler parce que, à travers des analyses comportementales, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des leviers qui sont indispensables pour favoriser non seulement la fidélité du salarié, mais aussi son bien-être et sa performance dans l'entreprise. Le premier pilier, en réalité, on l'a redécouvert, c'est ce qu'on appelle l'équité. L'équité, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Oui, parfait. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est bien sûr, on a tous en tête l'équité salariale, c'est-à-dire, le lien entre, ce que le salarié estime produire pour l'entreprise et la rétribution, financière. Cette équité salariale, elle est forcément, je vous renvoie à des travaux de Dan Ariely, très subjective parce qu'en réalité, il est dur d'estimer quel est, son, apport à, la création de richesse pour l'entreprise et donc aujourd'hui, on est tous dans des logiques de benchmarking. On va regarder ce que nos pairs, ce que des gens qu'on juge proches de nous, par leur métier, par leur expérience, gagnent, pour savoir si nous-mêmes sommes bien payés, sommes justement payés. Ce principe d'équité salariale, il est à la base de l'engagement. Et s'ajoute à ça, il y a un deuxième point qui est clé, c'est l'équité physique, l'intégrité physique. Alors ça peut nous sembler très étonnant. Il y a quelques années, lorsqu'on écrivait sur l'intégrité physique, ça pouvait sembler étonnant en Occident que aller au travail impose au préalable de préserver l'intégrité physique. C'est pourtant quelque chose qui est très important en France, notamment dans les métiers industriels, où il y a tout un combat contre les accidents au travail et pour les bons gestes. Et puis, on s'en est rendu compte aussi pendant la crise du Covid, il y a eu une perte de confiance d'une partie des salariés qu'on a observé également dans les études qualitatives parce que des salariés se sont sentis mis en danger pendant la crise du Covid en raison soit d'une trop grande promiscuité, soit en raison de managers qui ne tenaient pas suffisamment compte des inquiétudes des uns et des autres. Et donc, cette équité, elle est aujourd'hui fortement liée aussi à cette dimension d'intégrité physique. Équité, c'est donc le premier pilier premier préalable, dirais-je même, qui favorise, qui rend possible l'engagement et le bien-être des collaborateurs. Il y en a un deuxième qui est extrêmement puissant, qui est celui de la reconnaissance au travail. Pour qu'un salarié se sente reconnu dans son travail, il y a d'abord une logique de feedback, beaucoup plus récurrente, notamment auprès des nouvelles générations. Est-ce que mon travail correspond aux attentes? Quels ont été les points positifs? Quels ont été les points de progression? Et ça, cette culture de la reconnaissance et du feedback, il impose le changement du métier de manager. Le manager doit se muer beaucoup plus en coach, c'est-à-dire en une personne qui va nous aider à révéler les talents de chacun.
Parallèlement à ça, c'est aussi l'aptitude à faire grandir les salariés. On se rend compte aussi auprès des plus jeunes générations qui ont des cycles plus courts, qui imposent tous les 6 mois, tous les ans et demi, de penser à l'étape d'après pour continuer à être dans une logique d'apprentissage permanent. Deuxième pilier, donc, cette reconnaissance. Troisième pilier, clé, c'est celui de la mission. Alors, beaucoup d'entreprises, ont développé des raisons d'être, notamment liées à la loi Pacte, qui permet, de démontrer à travers cette raison d'être quelle est la contribution extra-financière, de l'entreprise au bien commun. L'enjeu, il est moins de définir cette raison d'être que de permettre à chacun de s'arrimer à cette raison d'être. En quoi un manager, une personne qui est à l'accueil, une personne qui travaille au back-office, une personne qui travaille, dans des logiques financières, peut-elle jouer un rôle au service de cette raison d'être? Et je pense que c'est ici le défi fondamental qu'ont les entreprises, moins dans la définition de cette raison d'être que dans la capacité à montrer à chacun que dans son geste quotidien, dans son travail quotidien, il répond, il est une solution à la raison d'être qui a été définie, par l'entreprise. Et puis, il y a un quatrième pilier, je vois que je suis déjà trop long, désolé, qui, pour moi, probablement le plus essentiel. Victor parlait du livre que j'ai écrit sur la question de la solitude. On se rend compte dans les études qu'on mène, que ce soit chez BVA ou même chez des concurrents, qu'en réalité, il y a un levier de fidélité à l'entreprise qui est primordial. Il porte un nom qui semble quelquefois un peu désuet, c'est la camaraderie. Plus vous avez des salariés qui nourrissent des liens amicaux, qui nourrissent des liens de familiarité avec les autres, plus ils vont avoir tendance à rester longtemps dans l'entreprise. La camaraderie est un levier de bien-être essentiel, de performance dans l'entreprise, de performance parce que quand on travaille avec des gens qu'on apprécie, en réalité, on échange plus facilement l'information, on converge vers un même objectif, et c'est un des plus grands leviers de fidélisation à l'entreprise. Et je veux juste en finir par ce point-là, qui je pense est fondamental. Cette notion de lien commun que nous avons tous collectivement à l'entreprise, il est en train d'être cassé. Une entreprise, c'est d'abord faire ensemble ce qu'on n'a pas envie ou ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Or, aujourd'hui, une nouvelle logique d'organisation du travail, de façon inconsciente probablement, est en train de casser ce lien collectif, ce lien commun qui nous unit dans une entreprise. Ça porte des noms différents. L'auto-entrepreneuriat, j'ai beaucoup interrogé d'auto-entrepreneurs qui étaient très fiers de la liberté et du travail accompli en tant qu'auto-entrepreneurs, parce que ce n'est qu'à eux qu'ils devaient leur succès, mais évoquaient une très grande solitude. J'ai parlé à des managers qui ressentaient une très forte solitude parce que les nouvelles approches matricielles font que, on peut avoir le sentiment d'être très loin du top management et d'avoir en même temps un rapport plus compliqué avec, ses équipes. Il y a bien sûr en toile de fond, la France du back office. Ce sont tous ces salariés qui sont soit en intérim, soit dans des, métiers qui sont dans des métiers plutôt à horaires décalés, des caristes, des personnes qui travaillent, dans les entreprises en entretien, mais qui ne sont pas forcément reliés à l'entreprise, et qui, du coup, peuvent se vivre, un petit peu comme des, atomes, solitaires. Tous ces éléments-là et ils rendent flagrant le fait que l'entreprise, qui doit être un lieu du collectif, aujourd'hui, voit ce lien se distendre et je ne parle même pas du télétravail. Toutes les études le montrent, le télétravail pratiqué au-delà de 3 jours par semaine provoque chez les individus un beaucoup plus grand fort, un sentiment beaucoup plus fort de sentiments, perçus. Face à ça, l'entreprise, je crois, a un défi inédit. C'est à la fois de comprendre des aspirations qui sont nouvelles, de prendre en compte, une nouvelle méthode de travail, mais en même temps de ne pas casser ce lien. Il existe, beaucoup d'initiatives qui sont testées en ce moment et elles convergent beaucoup, on pourra y revenir, vers ce qu'on appelle le rite. Créer des rites et des automatismes de rencontres dans l'entreprise. Elles peuvent prendre des formes particulièrement diverses, des formations, des moments, ritualisés, d'amitié, mais tout l'enjeu est de pouvoir générer du commun pour créer de l'affectio societatis et in fine du bien-être dans l'entreprise parce que le lien à l'autre est le préalable pour se sentir bien dans un collectif. Eh bien, merci Voilà. beaucoup, Mathieu. C'était très intéressant et ça pose plein de sujets qui seront l'objet de débat du coup dans la deuxième partie.
Donc ce soir, on est là aussi pour faire ensemble, pour faire du collectif, réfléchir à ce sujet tous ensemble. Donc je vais donner la parole à Nancy qui, du coup, pourra le traiter via son point de vue de manager, mais aussi de psychologue. Du coup, Nancy, on t'écoute pour que tu nous expliques les causes un petit peu de désengagement dans l'entreprise, comment on recrée du lien, quels sont les facteurs à l'échelle individuelle ou collective. Merci beaucoup, Victor. Je pense que je vais être assez complémentaire de ce que Mathieu a pu dire. Je vais essayer de le proposer sous l'angle de la psychologie, donc de ce que moi je vois avec mes patients et ce qu'avec mes collègues on peut voir et quand on en discute. Alors, c'est vrai que les gens qu'on voit en cabinet, c'est des gens qui sont en questionnement. Donc, il y a un peu ce biais, il faut avoir ça en tête. Mais généralement, on a 3 grands profils sur ce thème. On a les gens qui sont plutôt à l'aise au travail. Pour eux, que ce soit le télétravail ou le changement de paradigme récent de vie privée, vie professionnelle, recherche de sens, eux, ils y trouvent leur compte. Au contraire, avoir moins de vie sociale au travail, ça leur donne des réserves, entre guillemets, pour avoir de la vie sociale avec leur famille, avec leurs proches. Donc, ils sont plutôt à l'aise avec ça. Ils sont plutôt contents. Là où ça pêche pour eux, c'est qu'ils ont peur d'un retour en arrière. Ils ne voudraient pas perdre la qualité de vie qu'ils ont actuellement. Et je viens de dire le mot qu'on va retrouver dans quasiment tous les profils de patients, c'est la notion de peur. Les gens ont souvent peur, soit de perdre quelque chose, ou soit d'aller vers une situation qui va être difficile pour eux. Donc, ce premier profil, eux, c'est plus j'ai peur qu'on reparte en arrière, j'ai peur que ce soit comme avant alors que c'est mieux pour moi maintenant. Et aussi, je ne comprends pas pourquoi certains de mes collègues sont autant en souffrance, pourquoi eux se sentent seuls alors que moi, je me sens mieux. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit d'eux? Comment est-ce que je peux avoir ma propre voix? Comment je peux exprimer le fait que moi, ça va bien? Alors que dans les médias, on entend surtout des gens qui sont en souffrance. Donc, il y a souvent cette difficulté à s'affirmer. Donc ça va plutôt être eux. Eux, leur grand problème, ça va être d'oser dire à leur hiérarchie, moi, je suis bien dans ce système-là, j'aimerais pas retourner en arrière. Comment est-ce que je peux faire partie de l'équipe tout en ayant un tempo qui est un peu différent, un équilibre de vie qui n'est pas celui que j'avais il y a 3-4 ans? Comment on va réussir à trouver un système qui s'adapte aussi à moi? Et ils ne vont pas forcément oser le dire. Après, on a un deuxième groupe qui est la plus grande partie de la population. Ça va être surtout des gens qui ont dû s'adapter. Ils ont vu beaucoup de choses changer dans l'entreprise. Ils se questionnent aussi sur leur équilibre de vie, sur leurs valeurs, sur pourquoi ils sont dans l'entreprise, pourquoi ils travaillent. C'est dans la douleur. Souvent, on voit que c'est des gens qui ont utilisé beaucoup de stratégies pour essayer de s'ajuster. Alors, il y en a, ils vont au siège plus souvent que nécessaire. Ils créent des liens d'une autre façon. Ils se sont adaptés sur les objectifs. Ils se sont questionnés sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur travail pour avoir un impact. Mais eux, malgré les solutions qu'ils ont trouvées, ils aimeraient autre chose. Ils ne savent pas forcément quoi, et on sent qu'il y a un émoussement en termes d'énergie émotionnelle et en termes de confiance par rapport à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va savoir s'adapter à moi et est-ce que je vais pouvoir m'y sentir bien, en faire partie d'eux? Donc là aussi, on voit la solitude, mais avec plus de douleur. Et après, évidemment, nous, on voit beaucoup, malheureusement, statistiquement, on a énormément de chiffres de gens qui sont soit en bord de burn-out, dépression, pré-arrêt, maladie ou carrément en arrêt de travail déjà, pour dépression, burn-out, anxiété. Les motifs anxieux sont extrêmement présents. Le travail est très anxiogène pour énormément de monde, aussi bien d'un point de vue performance que d'un point de vue contextuel, social. La camaraderie n'étant pas présente, on ne peut pas forcément se rassurer les uns les autres. L'isolement nous rend aussi, tu as utilisé ce terme et je n'aurais pas osé le faire spontanément, mais je crois que tu as tout à fait raison. Quand on est seul, on est un peu parano. On lit 4 fois un email et on peut parfois se questionner sur quelque chose, on ne l'aurait pas fait, on aurait débriefé avec le collègue d'à côté, tu as compris quoi? Et là, on est seul avec nos pensées et parfois nos pensées ne sont pas très aidantes. Et donc, on génère énormément d'anxiété et on est dans ce cercle. Et la question, c'est est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y retourner après mon arrêt, par exemple? Donc après, les outils qu'on peut proposer aussi bien en psycho qu'en tant que manager ou employé, parce qu'on est aussi des acteurs dans l'entreprise, ça va être très proche des piliers que tu évoquais, Mathieu. D'abord, ça va être se demander sur les valeurs. Pourquoi je travaille, donner du sens à notre métier. Alors, donner du sens au niveau de l'entreprise, mais aussi en tant qu'individu. Je peux faire un métier pour moi qui n'a pas de valeur sociétale. Si ça a une valeur, ça nourrit ma famille, ça me permet d'avoir un toit. Si c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, ça peut m'aider à tenir.
pendant un temps, en tout cas. Ça peut être d'autres raisons, ça peut être avoir une carrière, obtenir un poste plus tard, mais en tout cas, il faut essayer d'avoir des motivations claires et se demander pendant combien de temps ces motivations sont-elles valides pour nous. Parce que ça peut nous permettre de dire, OK, pendant tant de temps, je reste à ce poste pour telle et telle raison, et si je choisis, je subis moins. Donc ça peut aider. Un autre point essentiel, et là, c'est de tous les côtés, c'est pour tout le monde, c'est la capacité à communiquer. Alors, c'est aussi bien dans la création de liens informels, mais aussi dans la création de liens formels. Un truc qu'on oublie avec le télétravail ou avec le télétravail partiel, on ne se voit pas forcément face à face. Là, vous ne voyez qu'un petit bout de mon corps. Vous n'avez pas accès à une grande partie du langage non verbal. Et donc, il y a énormément de subtilités qui, pour nous, entre humains, sont rassurantes, qui ne sont pas prises en considération. Donc, ça veut dire qu'on doit apprendre à parler autrement, on doit expliciter beaucoup plus les choses. La génération la plus jeune, millénium, la fin de la génération Y, ont une grande demande de transparence, de valorisation, de coaching. Je trouvais le terme très intéressant. Et on ne sait pas forcément faire ça. L'entreprise, ce n'est pas forcément l'image qu'on en a. Donc, il y a un énorme travail à faire des deux côtés. Comment est-ce que je communique mes besoins? Comment est-ce que je communique ce que j'aimerais qu'on me dise? Et de l'autre côté, comment est-ce que je partage? Comment je fais un feedback? Comment j'encourage, mais aussi comment j'exprime quand il y a eu des soucis. Après, on va avoir des choses qui sont très pratico-pratiques. Une des grandes souffrances qu'on peut voir en entreprise, c'est l'absence de cadre précis. C'est le droit à la déconnexion, par exemple. Alors, le droit à la déconnexion, c'est le droit de ne pas travailler, de ne pas checker ses mails en dehors des créneaux horaires de travail. C'est bien d'avoir un droit à la déconnexion, c'est mieux si l'employeur impose. Par exemple, que les mails du boulot ne puissent pas partir après 19h et pas être ouverts avant 8h du matin. Parce que sinon, dans le sentiment de peur et de précarité actuelle, les gens vont être dans la performance et vont chercher à compenser. Et ça, c'est un cercle vicieux qui va être très compliqué et qui va atteindre la santé mentale des personnes. Ça va être aussi favoriser les horaires. J'entends souvent au cabinet les blagues, je suis partie à 18h, on m'a demandé si j'avais pris mon après-midi. Dans notre société moderne, c'est juste pas acceptable. Il faut avoir un message clair du management, de dire on part à telle heure, on arrête de travailler à telle heure. Si on est en télétravail, le temps de transport, c'est pas du temps en plus de travail, c'est du temps pour faire autre chose. Et donc ça va vraiment de pair avec l'importance de la qualité de vie. Une autre stratégie qui va être importante, c'est le travail asynchrone. On est tombé dans le piège de tout en ligne, de faire des réunions en permanence. Les gens sont très fatigués de ça. Il y a peu de productivité. Donc, travailler avec des outils, on peut travailler en décalé, où on a le temps un peu de maturer nos sujets, de phosphorer et pas être seulement dans la réaction et à devoir faire le travail et à produire très, très tard. Donc, voilà, c'est juste quelques grandes pistes. Je pense qu'on va parler beaucoup plus dans le détail. Je vois le temps qui file. Mais effectivement, il y a une très grande souffrance. Mais il y a des compétences et il y a vraiment beaucoup d'outils accessibles, mais encore faut-il reconnaître le problème et qu'il y ait une vraie volonté des deux côtés, parce qu'il faut que tout le monde soit acteur dans l'entreprise pour que ça marche. Super, merci Nancy, c'était très intéressant. Je vois qu'on a déjà une question dans les commentaires, mais avant de commencer à les poser, je voulais d'abord savoir si Isabelle, tu avais un retour, comme on parlait justement une culture du feedback. Est-ce que tu veux t'exprimer pour nous dire justement, aujourd'hui, dans un monde du travail qui se digitalise, en fait, et que les individus sont éparpillés, comment on recrée du lien, comment on fait? Est-ce que tu as des choses à partager avec nous? Oui, alors bien sûr, j'ai beaucoup travaillé depuis des mois sur ce sujet, comme mes deux collègues ici. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate, alors là, ils ont beaucoup parlé des salariés, en fait. Moi, ce que je constate, et je ne suis pas la seule, les statistiques le montrent, c'est que la population qui a le plus souffert, c'est les managers intermédiaires. C'est-à-dire, en fait, tout le monde, sauf toutes ces tranches de management, toute cette hiérarchie intermédiaire, qui, elle, est véritablement souffrance. Alors, tout ça couvé depuis des années. Moi, je travaille sur ces sujets depuis longtemps. Le Covid, le confinement ont vraiment cristallisé des points qui étaient apparaissaient dans toutes les enquêtes de bien-être au travail de QVT depuis à peu près 20 ans. Ces attentes de sens, de conciliation vie privée, vie professionnelle, d'équité, etc., c'est vieux.
Et c'est vrai que l'hypermodernité, avec le colloque fondateur de 2000, avait déjà mis en avant ce sentiment d'individualisation, de perte de collectif, bien avant le confinement. Je pense à des travaux comme ceux de Gaucher sur la désaffiliation, Singly sur Seul ensemble. Voilà, et on l'a vu d'ailleurs apparaître avec la consommation. Hein. On mangeait chacun ce qu'on voulait, avec des heures différentes, dans les familles, etc. Et le travail nous a imposé cette individualisation avec la perte des collectifs, par exemple tous les organisations matricielles, les groupes projets. En fait, vous vous retrouvez toujours avec des gens très, très différents et nous a aussi mis en avant notre employabilité. Hein. Je dis toujours, la personne qui a le mieux compris, c'est Alain Bachung avec Moi, petite entreprise, mais on vous demande d'être votre propre petite entreprise, être employable, et puis la cerise sur le gâteau, ça a été le CPS. Voilà. Donc, on a tout ça, et le télétravail a vraiment cristallisé ce que vous avez montré, c'est ce sentiment de perte de sens, de manque de reconnaissance, de perte de collectif, mais qui était déjà largement en germe, avec une grande diversité de réponses, ceux, comme vous l'avez dit, qui se sont adaptés et ceux qui vraiment en souffrent beaucoup. Alors, il ne faudrait pas que l'allumette cache la forêt non plus. Hein. Et là, je vais essayer d'aller très vite. Mais le télétravail ne concerne que 28% en moyenne, à peu près, des emplois. On manque certainement d'imagination sur beaucoup d'emplois où il pourrait entrer, mais la France a toujours bloqué sur le télétravail. C'est pour ça que c'est arrivé si vite dans nos vies. Les pays du Nord, où on a beaucoup, beaucoup d'études, ça fait 2 ou 3 décennies qu'ils le pratiquent, hein, avec justement ce 2-3 jours qui est la meilleure façon de pratiquer le télétravail. Et ça crée en effet de nouvelles inéquités en entreprise. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et ça, c'est véritablement une question que les DRH et les managers ont en grande tension et ça va arriver à la rentrée de façon encore plus forte avec tout ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je dis donc, les managers doivent être présents. Le problème, c'est que les managers opérationnels, on leur demande tout sauf faire du management. Ils n'ont souvent pas la compétence. On a mis des experts dans un domaine et sans les former vraiment aux compétences du management, ça je le rencontre tous les jours. Donc, les compétences de management, vous parliez de coaching, on peut parler de management au sens de gérer des ressources, on peut aussi parler de la compétence de leader, même pour des managers intermédiaires, c'est très important. Donc, pas de compétences. Et ensuite, pas de temps pour le management. J'ai encore récemment vu une entreprise, ce n'est pas dans les fiches de mission des managers, le temps du management. C'est-à-dire ce temps qu'on va prendre à avoir des rendez-vous en bilatéral, à préparer des réunions, à faire des débriefings, des évaluations. Voilà, ça n'existe pas. Et ça, c'est un énorme problème. Le métier du manager est vu comme un boulga dans beaucoup d'endroits et il n'y a aucune reconnaissance. Donc, du coup, les managers intermédiaires, ils se retrouvent comme des airbags coincés entre le choc de la gouvernance qui en demande toujours plus. Leur boulot, ça va être de rassurer les équipes en disant on nous demande des trucs complètement impossibles, mais on va y arriver. Et puis, rassurer la gouvernance en disant écoutez, il me manque 3 personnes dans l'équipe, mais je vais faire le boulot à leur place. Voilà. Et ça, c'est cette notion de management au sens, pas du chef-faillon, hein, parce que ça, on n'en veut plus, ça c'est clair, qui contrôle tout, mais qui est capable d'accompagner les personnes justement dans leur défaillance, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, mais aussi dans leur bonheur, parce que ça peut être du bonheur de travailler. Là, on a une vraie question. Et du coup, je crois qu'il ne faut pas, moi personnellement, je ne rentre pas dans la question des générations. Je pense qu'on confond, plein d'études le montrent, génération et parcours de vie. Il y a toujours eu, au moment où on entre dans la vie professionnelle, des envies et surtout des comportements possibles qu'on a quand on a 22, 23, 24 ans, parce qu'on n'est pas coincé par plein de choses, la famille, le loyer, les remboursements, qu'on va demander à changer. Et je crois que les attentes qui ont été déclinées par Mathieu sont vraiment intergénérationnelles. J'ai vu des études qui montrent cette transgénérationnalité sur les attentes. Par contre, les plus jeunes peuvent dire au bout de 6 mois, ça ne me va pas, je plaque mon boulot parce qu'en fait, je n'ai pas de charge. Et quand vous regardez de près, tu as évoqué la grande émission des États-Unis, j'ai vraiment regardé. Alors d'abord, ça ne représente que 3% des salariés. On la ramène au chiffre total des salariés. Et c'est plutôt des gens en début de carrière ou en fin de carrière
qui ont choisi de quitter, avec bien sûr une mise en scène très importante. Donc voilà, il faut faire attention aussi à tous les biais qu'on peut avoir sur les enquêtes. Donc pour terminer, moi, ma solution, ce n'est pas la mienne, hein, mais la solution, et qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes sur la vie au travail, c'est la confiance. Et la confiance, ce n'est pas le truc le plus exploité dans l'entreprise ou le plus choisi en entreprise. La confiance en qui? La confiance dans l'organisation. Est-ce que la mission, les valeurs qui sont placardées sur les murs, elles sont dans ma vie de tous les jours au travail? Et là, on voit tous les dilemmes, toutes les dissonances éthiques qui existent. On n'a pas confiance dans son entreprise. On n'a pas confiance dans ce qui incarne la gouvernance et qui nous dit des choses qu'on ne vit pas au quotidien. La deuxième chose, c'est la confiance dans les autres. Alors, on l'a reformulé en camaraderie, mais c'est pouvoir compter les uns sur les autres. Et comme vous le disiez, on débriefe un mail ensemble, on essaye de comprendre. Voilà, au-delà même de bien s'aimer, mais de bien travailler ensemble. Et puis la confiance en soi. Et on voit bien que c'est un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Donc plus on a confiance dans les autres, plus on peut compter sur eux, plus on a confiance en soi. La variable principale dans toutes les études managériales, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire, je peux prendre des initiatives, je peux travailler avec une certaine autonomie, on ne me flique pas sur mon temps de travail, la façon dont j'arrive au résultat qu'on attend de moi, sans me taper sur les doigts si je me plante, ou en me faisant confiance. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et c'est vraiment l'ingrédient le plus important qui est pas du tout présent dans plein d'entreprises. On se méfie. J'entendais encore l'autre jour un manager qui disait dans télétravail, j'entends télé, et un autre, je l'ai entendu, qui disait 4 jours de télétravail par semaine, c'est peut-être beaucoup pour tondre la pelouse. Voilà, ce genre de petites phrases assassines qui font qu'en fait, en effet, les gens perdent confiance à la fois dans leur organisation et en eux-mêmes. Et c'est vrai que cette question de la sécurité psychologique qui demande du temps, qui demande de la compétence, en effet, on pourrait mettre le mot coaching, je suis entièrement d'accord, elle est là pour pallier en fait à ce que le télétravail a tout simplement mis en avant, les défaillances du management, qu'on compensait en présentiel. Mais est-ce que c'est bien normal de rentrer 12 fois dans la journée dans l'open space de collaborateurs ou de venir les voir parce qu'on n'a pas su leur donner les bonnes consignes, parce qu'on n'a pas su les écouter quand ils avaient des choses à dire? Le télétravail est tout simplement mis en avant. Il a tout simplement montré que le management n'était pas assez présent et surtout pas qualitatif. Et c'est tout ça qui est en train d'exploser, avec un manque de créativité et d'imagination terrible, parce qu'on voit des poches d'innovation formidables dans certaines entreprises, et on se dit, mais zut, pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Et ça, c'est tous les jours. Et là, il y a vraiment ce qu'on appelle l'homéostasie des entreprises. Si ça pouvait revenir comme avant. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup Isabelle, c'était très intéressant, ça a soulevé de nouveaux points et j'ai vu que ça a fait réagir, donc on va prendre les questions. Je vois qu'il y a Louis qui lève la main, mais juste avant, je voulais poser la question de Ilham, j'espère que je le prononce bien, mais je pense que tu as commencé à y répondre Isabelle, qui demandait si les qui demandait si les managers devaient renouveler leur formation managériale face aux nouveaux enjeux. Ah oui, tout à fait. Alors, le métier du management, c'est un métier tout au long de la vie. C'est un métier, c'est un art, mais il ne faut pas des techniciens du management. Il n'y a pas de clé magique. Il y a aussi cet apprentissage en continu. Et moi, je vois quand je fais des séminaires avec des gens qui sont managers depuis longtemps, c'est encore bien plus riche que ceux qui démarrent, qui croient avoir tout compris. Et plus on se frotte aux difficultés du management, et Dieu sait que c'est un métier d'une complexité dingue, et plus on apprend. Et en effet, on apprend aussi de ses erreurs de management. Et Dieu sait qu'on en fait tous. Merci beaucoup. Et Louis, du coup, qui lève la main, je te donne la parole. Ok. Je vais couper la caméra parce que je suis loin. Je tenais à remercier les 3 présentations. Elles sont super intéressantes, toutes les 3, chacune avec sa perspective. Et elles traitent, à mon avis, un sujet un peu collectif qui est justement ce management sur lequel insiste beaucoup Isabelle. Et moi, je voulais réagir également sur ce que disait Nancy sur la diversité. On parle beaucoup de diversité, il faut des gens de toutes les couleurs, de tous les sexes et de toutes les origines sociales. Mais la première diversité, c'est dans un groupe d'hommes blancs ou de femmes noires. Il y a déjà une gigantesque diversité qu'il faut arriver à traiter. Et donc, la question, c'est, j'ai entendu management, moi, ça me parle énormément. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pose la question aux 3, finalement, parce que je pense que vous avez des éléments de réponse. Mathieu, Nancy,
Donc Nancy, Isabelle, qu'est-ce que vous faites pour convaincre les organisations de remettre de l'ampérage sur le management? Et Isabelle disait fort justement les situations où on demande aux managers de faire le boulot des gens qui ne sont pas là pour telle ou telle raison et qui ne managent pas. Donc, qu'est-ce que l'on peut trouver comme argument pour faire bouger les organisations? Je travaille avec beaucoup d'organisations publiques, je suis effaré sur le non-management. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les lignes? Et je pense que chacun de votre côté, vous avez des bouts de réponse sans doute. Alors, la parole est à vous. Alors moi, je Mathieu, peut-être réponds déjà? juste très brièvement à Louis. D'abord, pour dire une chose, c'est que je pense effectivement qu'on s'est trompé sur le rôle du manager et cela a été dit précédemment. Le manager n'est pas forcément le bon expert qui progresse. Et au fait, il devrait y avoir des fonctions dans lesquelles on progresse dans l'entreprise sans forcément avoir des équipes avec soi. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est encore totalement absent, où forcément, lorsque l'on grimpe dans la pyramide, eh ben, on doit avoir en dessous de soi des équipes. On peut être un excellent expert, comme cela a été dit, et un très mauvais manager. On peut être un excellent manager et avoir des compétences techniques qui finalement ne sont pas stupéfiante, mais une capacité à faire travailler les gens pour le meilleur. Et donc, je pense que c'est le premier point essentiel, séparer la progression du management. Deuxième point, et qui a été évoqué précédemment par Isabelle, qui revenait sur la question de la confiance, c'est clé. Alors, si je peux vous conseiller un livre, c'est un livre qui a été écrit par Amy Edmondson, que probablement connaît Isabelle, qui est la grande experte, de la question de la confiance dans l'entreprise et qui a écrit, alors, je crois que c'est The Fearless Organization. Et donc, avec des méthodes extrêmement concrètes pour générer de la confiance parmi les salariés. Je prends un seul exemple. Lorsqu'il y a une réunion, comment s'assurer que les personnes qui sont les plus juniors puissent avoir la parole en premier? Comment avoir un partage d'informations? Comment s'assurer derrière les réunions qu'il y ait des débriefings qui soient clairs pour, encore une fois, que l'ensemble des individus, des salariés soient au même niveau d'information? Bref, ce sont des petits tips très concrets que Amy Edmondson explique pour générer précisément, donner de la confiance dans l'entreprise, qui est une clé de la performance. Et donc, je pense que là, je finis sur ce point-là, qui va permettre aux entreprises de comprendre que la dimension psychologique, la prise en compte de ce que doit être un bon management, c'est une des clés de la fidélisation et de la performance de l'entreprise. Et à ce moment-là, on réconcilie les deux cortex, j'ai envie de dire, le cortex business et le cortex humain. Non. Il y a quelqu'un qui… Nous, on s'en occupe bien, pas de souci. On s'en occupe bien, je dis pas de souci. Hop. Voilà. Désolé pour ce petit accident. Ceux qui veulent parler peuvent réactiver leur micro. Mais en tout cas, merci Mathieu. Et en effet, peut-être que l'un des facteurs pour recréer du lien, c'est savoir recréer aussi de la confiance et de la transparence dans l'entreprise. Donc, je ne sais pas, Nancy, si tu voulais compléter le propos. Oui, avec grand plaisir. Alors moi, je vais avoir une réponse de psy, bien sûr. Je dirais que d'abord, il faut reconnaître le problème dans l'entreprise. Il faut offrir des solutions aux employés si on sent qu'il y a de la difficulté et il faut oser faire des enquêtes, poser la question, quantifier un petit peu pour faire un constat. Et après, je trouve qu'une stratégie qui est vraiment importante dans le management, alors du coup, je reste sur les gens qui doivent manager d'autres personnes. Au-delà de la confiance en soi, moi, j'irais carrément sur l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et si on veut être sécure soi-même dans nos relations avec les autres, il faut avoir ces trois éléments. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment fort en soi pour accueillir les critiques. Il faut savoir en faire sans être défensif, sans être agressif. Et ça, c'est tout un package. Donc, pour moi, si on veut être un bon manager, ça passe par ça. Et je suis ton exemple, Mathieu, sur un bouquin à recommander. Moi, je suis une très grande fan du bouquin qui s'appelle Humble Leadership, qui est un bouquin sur comment valoriser les équipes, comment aider les équipes à prendre une décision et comment accepter en tant que manager que si l'équipe prend une décision qui n'est pas celle qu'on voudrait, ben on n'est qu'une personne et on n'est peut-être pas plus intelligente qu'un groupe. Donc, même le manager accepte de valider la décision qui ne serait pas forcément la sienne
pour vivre l'expérience en groupe, pour voir ce qui se passe, parce que ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on a mieux compris. Sinon, on n'a pas besoin d'équipe. Donc, ça passe aussi par ça. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je n'ai pas l'impression qu'en France, on sache forcément très bien le faire. J'espère que je suis pessimiste. J'aimerais être plus optimiste que ça. Mais je ne suis pas certaine qu'on sache forcément avoir cette humilité. Merci beaucoup. Il y a aussi Claire qui a partagé une liste d'ouvrages pour les plus curieux dans les commentaires. Et je voulais juste donner la parole à Ilham avant qu'il lève la main. Oui, bonjour, j'ai une petite question. Donc, par rapport justement au mode de management, on est tous différents d'entreprise, on a tous des méthodes de travail différentes. Moi, je sais que par exemple, quand je suis au téléphone avec un client, je fais les 100 pas dans le couloir. Un autre collègue à moi, quand il écrit un mail, il met ses écouteurs pour rester focus et être concentré. Et au-delà de ça, je pense que les managers aujourd'hui doivent s'adapter à chaque personne et doivent avoir des méthodes de management différentes en fonction des personnes. Par exemple, il y en a qui aujourd'hui peuvent très très bien travailler en télétravail et n'ont aucun souci avec ça, et d'autres qui ont peut-être un peu plus de difficultés, peut-être qu'il faut mettre des choses en place avec certains salariés, certains collaborateurs. Et j'ai l'impression que certains managers ont du mal justement à s'adapter aux personnalités et on va dire aux compétences humaines de chacun. Je ne sais pas ce que vous en pensez et si je peux avoir votre avis sur le sujet. Alors, si je prends la parole, c'est… Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est Isabelle. Je reviens un peu sur les deux questions là qui ont été posées. En fait, je crois qu'on demande énormément aux managers et comme je disais, on ne les forme pas à ça. C'est très compliqué ce qu'on est en train de dire, de s'adapter à chacun, alors qu'à la fin de la journée, les objectifs doivent être atteints, le dossier doit être rendu. Vous voyez, donc il y a vraiment un travail à faire sur les compétences du manager dans l'accompagnement, vous avez raison, de personnes complètement différentes. Et un syndrome qu'on est en train d'observer, c'est la désaffection pour le management. On demande tellement aux managers qu'en fait, de plus en plus d'études montrent qu'il y a de moins envie de manager parce que c'est que des problèmes et qu'en effet, traiter l'humain, c'est très compliqué. Et je crois qu'en effet, on a trop longtemps pensé que le management, c'était un métier de pouvoir et qu'on est encore sur cette croyance profonde, alors que c'est un métier de service. Et pour répondre à Louis, moi, j'interviens beaucoup dans les entreprises, alors des organisations publiques, des grosses entreprises, simplement parce qu'elles font au lac. Ils se rendent compte que ça ne fonctionne plus de la même façon. Alors, ça a couvé, ça a explosé, qu'il faut changer les choses et en effet qu'il faut travailler. Alors, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de travailler sur les croyances profondes du management. C'est-à-dire, cette cage de fer de ce qu'on imagine être un bon manager dans l'entreprise. Et on se rend compte très vite que, pour des raisons, alors on n'a pas le temps de détailler, mais les gens se sont enfermés dans des croyances profondes en pensant qu'être, par exemple, un bon manager, c'était arbitrer très vite, c'était donner des temps de parole égaux à tout le monde, c'était contrôler 3 fois. Et en fait, quand on leur dit « et pourquoi vous faites ça comme ça ?» Très vite, on arrive à se dire peut-être qu'on peut travailler autrement. Et je crois que cette notion de représentation du bon manager, alors chaque entreprise a la sienne, souvent il faut la faire exploser pour revenir à autre chose de plus adapté. Et du coup, est-ce qu'il y a des pistes pour justement refondre le management dans les gros groupes qui souvent ont des habitudes très ancrées? Et c'est vrai que, comme le disait d'ailleurs Mathieu, la promotion n'est pas forcément verticale avec des gens en dessous de nous, mais peut être horizontale et plutôt permettre à quelqu'un de se spécialiser dans des performances. Et comment on peut faire bouger un peu la structure de l'entreprise? Il faudrait déjà moins magnifier le management dans les écoles de management, quand les élèves commencent, parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui commencent à prendre un peu du recul par rapport à ça. Ça vient aussi dans l'éducation, Nancy a tout à fait raison. On a une éducation qui est ne pas copier sur son voisin, toujours être dans la critique, regarder ce qui ne va pas avant de regarder ce qui est positif. Et c'est absolument le contraire de ce qu'il faut faire. Mais quand il faut se défaire de 20 ans d'habitudes éducatives extrêmement là aussi enfermantes, c'est très complexe. Et puis, donc, pour moi, c'est cette prise de conscience très, très profonde que les managers doivent comprendre pour pouvoir après rebooter, j'ai envie de dire, même si on n'est pas des machines, mais leur façon de faire. Et malheureusement, si autrement, on met des couches d'outils, alors tout le temps des outils magiques, on met des couches, mais au fond,
ça reste quelque chose qui est superficiel et qui n'est pas une remise en cause profonde. Là, moi, j'ai fait l'exercice récemment c'était dans une organisation publique. C'est dingue ce qu'ils arrivent à sortir en disant, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça, mais on peut complètement faire différemment. Mais il faut prendre. Alors là, par contre, il faut que la gouvernance prenne le temps de dire, on arrête, on se pose, on réfléchit et on essaie tous ensemble, avec de l'intelligence collective, de créer autre chose. Et ça, la gouvernance, c'est clé dans le fonctionnement, dans une conduite du changement structurante. Merci beaucoup, très clair. Nancy veut réagir. Oui, d'abord, Isabelle, je suis tellement d'accord, merci. Je voulais juste compléter, peut-être, je n'ai pas retenu, je suis désolée, le prénom de la jeune femme qui a posé la question. Mais Ilan, merci. Un élément peut-être, c'est peut-être aussi d'offrir un petit peu de patience à son manager. Quand on doit connaître son manager, quand on est l'employé de quelqu'un, on a le temps de le décortiquer, on a du recul sur cette personne. Quand on manage 40 personnes, c'est compliqué de créer des liens individuels, c'est compliqué d'essayer de comprendre les stresseurs de chaque personne, c'est compliqué de comprendre les préférences de chacun. Et un manager, il n'est pas dans les pensées. Donc, la première des stratégies, peut-être, c'est d'essayer de se demander comment nous, en tant qu'employés, on peut exprimer nos besoins, nos envies, nos difficultés au manager. Parce que ça va lui faciliter la vie, tout simplement. Et les managers sont en demande de ça. Moi, je suis psy, je travaille avec des psys. Les psys, ils adorent parler, autant vous dire. On adore exprimer nos problèmes, on adore exprimer ce dont on a besoin. Et bien, malgré ce contexte-là, j'ai des collègues qui viennent me dire « Écoute, Nancy, je n'ai pas osé t'en parler, mais ça, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas adhéré à tel truc. » C'était il y a 2 mois. « Ah ouais, mais je ne voulais pas te déranger ou ça ne m'a pas paru important. » En fait, si, mon job, c'est de faire en sorte que votre job soit le plus agréable et le plus satisfaisant possible parce que mon métier, c'est que vous restiez. Mais il faut me le dire. Donc, essayez dans la mesure du possible d'exprimer aussi les choses, alors avec la plus grande douceur, la bienveillance possible. Ce n'est pas toujours simple dans le milieu de l'entreprise, c'est très, très compliqué. Mais peut-être que c'est des pistes aussi. Très clair, merci beaucoup. Et du coup, Mathieu veut réagir. Oui, et un dernier point juste pour reboucler. Effectivement, Nancy parlait de la culture de la communication. Isabelle a beaucoup parlé aussi d'un point essentiel qui était lié à nos ancrages, quelquefois, à nos partis, à nos convictions parfois anciennes qu'on pouvait avoir et qui sont dures à modifier. En complément, et je crois qu'il y a aussi la dimension des biais. On prend conscience de nos biais tous, à la fois en tant qu'employé et aussi en tant que manager. Et de plus en plus, il y a une culture des biais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le biais de confirmation, des heuristiques aussi qui nous font surréagir sur certains éléments et qui font que globalement, on en vient soit à mal comprendre l'individu, soit à ne pas suffisamment prendre en compte son avis, soit même à faire des mauvais choix stratégiques d'entreprise parce que nous sommes victimes de nos biais. Alors, on parle beaucoup de littérature. Olivier Sibony est un des experts des heuristiques et des biais et il peut permettre, à travers des grilles très concrètes, de comprendre quels sont les biais qui, quelquefois, nous emprisonnent à la fois en tant que salarié ou en tant que manager. Très clair. Merci beaucoup. Je vois que le temps file et qu'on arrive bientôt à l'heure. Et je voulais aborder un sujet parce que ça a été évoqué plus tôt par les intervenants. C'est des conséquences justement de la rupture en entreprise qui peuvent justement conduire à des épisodes de burn-out, de dépression, aussi bien pour les managers que pour les personnes en bout de chaîne qui seraient plus susceptibles d'être isolées, comme les intérimaires. Nous expliquait Mathieu. Et ma question, c'est comment invoquer de l'aide en entreprise quand on ne se sent pas en confiance. Parce qu'on a évoqué ce problème de confiance, c'est comment on invoque de l'aide, quelles sont les démarches un peu à suivre à ce niveau-là. On sent qu'on craque et qu'on n'a personne à qui ça va. Je peux peut-être répondre, sauf si mes collègues, mes camarades ont envie. Alors, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre entreprise, vous pouvez commencer par aller voir votre généraliste. Là, on parle de pathologie. Le burn-out, la dépression, troubles anxieux, c'est des maladies mentales qui sont traitées. Donc, des critères, en gros, c'est
le grand changement, moi, je trouve que le point de repère essentiel, c'est si les choses qui vous faisaient plaisir avant ne vous font même plus plaisir aujourd'hui. Si vous en êtes arrivé à ce point-là, allez consulter un professionnel de santé, un psychologue, un généraliste. Mais là, on touche à un moment de non-retour parce que si on n'a plus de plaisir, on ne peut pas enclencher la machine de bien-être ou de récupération et donc on va forcément décliner. En termes d'entreprise, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre manager, le relais théorique, c'est la médecine du travail. Alors, c'est compliqué parce que quand on est dans des petites entreprises, il n'y en a pas forcément, où c'est externalisé. Donc, à vous de voir. On peut passer par l'extérieur, sinon c'est la médecine du travail, si vous ne pouvez pas aller auprès de votre hiérarchie. Ok, merci, très clair. C'était le moment prévention. Et du coup, je voulais aussi mettre l'accent sur peut-être les relations entre santé psychologique du salarié ou du cadre avec la santé physique, surtout dans un contexte où quand on est en télétravail, on ne peut pas toujours bouger. Quelles sont les choses un peu à mettre en place aussi pour faire en sorte que les salariés se sentent mieux dans leur travail et leur tâche quotidienne dans leur télétravail, même au bureau. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un parmi les trois invités. Nancy, je vous laisse répondre. Allez-y, Isabelle. Non, je voulais rebondir sur la notion, en effet, du télétravail qui a quand même, il y a tout le non-verbal quand on communique. Et comme le disait Nancy, on voit qu'une partie de la personne, quelqu'un en souffrance ne va pas forcément l'exprimer, mais souvent va le montrer par une attitude de retrait, un regard fuyant. Et ça, en effet, on ne peut pas le capter à distance ou très difficilement. Et c'est là où, en effet, il ne faut pas que le télétravail soit trop systématique. Je disais, Mathieu l'a dit, toutes les études montrent que 2 ou 3 jours par semaine, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait ces retours présentiels qui font que je ne te trouve pas bien. Voilà. Et le temps pour le manager, dans les faits, ou des collègues, d'être dans cette écoute. Et c'est là où tout le temps informel qui a été complètement chassé en fait par le télétravail. Parce qu'on y réfléchit, le télétravail, c'est des heures et des heures qui s'enchaînent, il n'y a pas de pause, les réunions, c'est affolant, hein, les plannings sont faits, on pourrait parler du temps dans le télétravail, qui est quelque chose qu'il faudrait complètement revoir, hein, ce temps chronométré qu'on vit depuis l'époque industrielle, mais alors là, qui a été complètement encore plus développé. Et donc, il faut retrouver ce non-verbal, ces moments qui sont soi-disant non productifs, bien sûr toujours de la machine à café, et qui permettent des petites confidences, qui permettent de montrer des signes un petit peu de difficulté sans avant peut-être d'aller voir en effet, après des solutions, les professionnels ou d'appeler la ligne SOS, je ne sais pas quoi, mais souvent ça suffit. Et c'est pas ça se fait pas par Zoom interposé, c'est pas possible. Merci beaucoup, Nancy. Oui, c'était pour répondre à la question et du coup, je vais en profiter pour réagir à ce que Isabelle disait. Je modérerais seulement au niveau de mon expérience personnelle dans notre entreprise. Je pense que le télétravail à 100%, c'est OK si c'était choisi dès le départ. Si le cadre de l'entreprise est de 100% en télétravail et que les gens souhaitent que ce soit un poste 100% en télétravail, il peut y avoir une vraie satisfaction. Mais dans ce cas-là, il faut avoir des règles très protectrices. Il faut imposer des pauses, il faut suggérer des temps d'interaction et surtout, il faut suggérer de l'activité physique. Si on est assis, je ne sais plus si c'était le New York Times ou Forbes qui a publié ça il n'y a pas longtemps, Sitting is the new smoking. C'est vraiment être assis, c'était ce qui est le problème de la cigarette avant, c'est vraiment ça, on bouge beaucoup moins et il faut absolument inciter à bouger, il faut trouver plein de stratégies pour favoriser ça, il faut avoir une culture d'entreprise qui le favorise. Oui, je pars à 16h aujourd'hui parce que j'ai piscine, c'est super, vas-y file, et pas du tout de « ah, tu peux pas louper parce qu'il y a une réunion ». Donc, il faut vraiment favoriser ça, à mon avis. Et Mathieu qui veut réagir, je modérerais à mon tour peut-être un premier point de léger désaccord, c'est que le bien-être des uns est lié
au bien-être des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, même si un individu, il peut réaliser 5 jours de télétravail, on en a dans nos études, dans nos qualis, de façon totalement harmonieuse. Le fait d'aller aussi dans l'entreprise, c'est un moyen probablement de générer du collectif pour des gens qui en ont besoin. Parce qu'on se retrouve, très concrètement avec des gens qui n'aiment pas être en télétravail, qui ressentent une forte solitude et qui se retrouvent souvent dans l'entreprise, certains jours de la semaine, je suis très concret, le vendredi en disant: «Bah, je viens le vendredi au travail, mais il y a personne». Et donc, l'enjeu, c'est bien sûr de prendre en compte les aspirations de chacun, mais aussi assumer qu'à un moment donné, il faut, même si on se sent bien dans le télétravail, aller, travailler quelques jours par semaine parce que c'est comme ça que ça va générer, du collectif. Deuxième élément, et là, je crois qu'on en est qu'aux prémices, de cette nouvelle organisation qui change notre cerveau lui-même. On a, parlé de cette communication non verbale, qui fait que souvent les ressentiments peuvent être exacerbés, qui font que souvent un mail peut être mal compris, mal interprété. Hem, il y a des études qui sont sorties qui montrent qu'aujourd'hui nos neurones miroirs, s'activent beaucoup moins ou voire pas du tout lorsqu'on est, via Zoom. Ces neurones miroirs, ce sont des neurones qui s'activent lorsque vous faites une activité ou lorsque vous voyez des gens faire une activité. Ça montre qu'il y a un appariement entre les cerveaux. Ça montre à quel point nos cerveaux sont interconnectés en voyant l'autre faire quelque chose. Globalement, je pense que nous sommes en train de vivre une révolution fondamentale dans nos cerveaux et dans notre capacité ou notre incapacité à communiquer ensemble, à distance. Et ça peut avoir un impact fort, pour la santé, demain. Et là, je suis à la limite de mon incompétence parce qu'on est sur des questions, neurologiques très pointues. En tout cas, cette question des neurones miroirs, elle est décisive parce que probablement, on va avoir du mal à se comprendre à distance parce que nous n'aurons plus cette capacité à interpréter ce que nous dit l'autre par ses gestes. Ben, merci beaucoup, Mathieu. C'est très intéressant et ça fait écho du coup à ce que tu disais sur effectivement le sentiment de camaraderie, comment on crée du lien des fois qui peut des fois même être non verbal avec ses collègues dans son milieu de travail. Et avant qu'on termine, je voulais laisser la parole à une main qui se lève, GGXE, Guillaume, je crois, s'il est avec nous. Bonjour. Bonjour, enchanté Guillaume, CTO de Lola. Et moi, du coup, je voulais juste rebondir sur la partie là que vous disiez par rapport au non-verbal, etc. Moi, j'ai eu une expérience dans une boîte où on avait tous des casques VR. Et ça a vachement changé les choses à ce niveau-là. Dans le sens où au lieu d'être dans une réunion Zoom, t'es dans une réunion Zoom avec des carrés, tu es dans une table virtuelle autour des gens et donc tu dois te tourner vers eux pour les entendre. Tu peux te déplacer dans la pièce si tu as vraiment envie d'avoir une discussion de un à un pendant que d'autres parlent, etc. Et moi, je trouvais que ça apportait vraiment des choses à ce niveau-là. Et comme on disait justement par rapport aux neurones et tout, moi j'ai vu des études du coup en VR qui disent que justement ces neurones s'activent. Et je pense que ça peut être un super outil si vous voulez vraiment avoir une team, une vraie team remote, et pour justement compenser tous les problèmes qu'il y a, parce que du coup après tu as aussi un bureau virtuel dans lequel tu as un endroit où tu as une place où tu vas te poser, etc., etc. Et donc ça apporte un peu d'interaction. Et c'est quelque chose de super sympa, c'est quelque chose que moi j'aimerais mettre en place dans la boîte plus tard, en tout cas surtout pour l'équipe tech. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place aujourd'hui et je comprends que certaines personnes sont encore un peu réticentes, mais je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes par rapport à ce sujet dans l'avenir. Voilà. Là, faut se projeter dans le futur, le web Ouais. 3. Bah, ça existe déjà, c'est juste que ça coûte cher, quoi. Merci Guillaume. Je ne sais pas si des personnes veulent réagir ou ont déjà eu des expériences similaires. Bah, moi, je peux peut-être prendre la parole. Okay. Il se trouve que je suis réuniologue, donc j'accompagne les organisations pour transformer leurs réunions. Et j'ai accompagné 75 organisations là, depuis 4 ans. Et la réunion, c'est un lieu incroyable. Et qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Et je trouve qu'il y a un sous-investissement des pratiques. Et tout à l'heure, Isabelle a insisté là-dessus. C'est en réunion que l'on va créer, enfin, qu'on va contribuer entre autres à créer la fameuse sécurité psychologique. Et moi, je suis très inspiré par les travaux de Google sur le projet Aristote, où ils montrent que le premier critère qui fait la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique. Donc tout ça pour revenir à cette histoire de mettre en place des outils adaptés au nouveau monde hybride, mais qui permettent de créer des moments collectifs de partage, c'est super malin.
Très bien, merci beaucoup. Je vois que Isabelle voulait Oui, intervenir. je voulais. J'ai fait un post sur LinkedIn ce matin sur sommes-nous bien ou mal biaisés. Je voulais quand même revenir sur cette mode parce que le management, le monde du travail, on a sans cesse des modes managériales qui arrivent. La montée en puissance des neurosciences depuis quelques mois a vraiment pris beaucoup de place, les fameux biais aussi, et je suis la première à essayer de travailler là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'il faudrait quand même faire attention. Nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas des bugs tels que nous sommes responsables nous pourrions corriger des des bugs dans notre façon de fonctionner. Et je crois qu'il faut faire attention, prendre un peu de distance critique avec cette vision maintenant très, qui prend une place énorme, où nos cerveaux expliqueraient tant de problèmes dans nos fonctionnements collectifs. Je souhaiterais vraiment mettre un petit bémol par rapport à ça, avoir conscience des biais. Alors maintenant, on a, je crois, 250 biais avec des listes impressionnantes, on en a tout le temps sans arrêt. C'est vrai que je pense que c'est intéressant, mais il faut aussi les accepter et pas se dire qu'on va débugger la machine et que c'est à cause de ça que les choses ne fonctionnent pas. Donc voilà, moi je prendrai un petit peu de recul par rapport à cette notion. Elle est hyper intéressante et je pense que l'humain reste l'humain. Il y a plus de 20 ans, moi j'ai beaucoup travaillé sur les sites marchands. On imaginait que toute la consommation, les consommateurs, tout se ferait par Internet. Beaucoup de choses 20 ans après se font par Internet, et c'est vrai. Mais il y a toujours un plaisir à aller en boutique, il y a toujours un plaisir à rencontrer les vendeurs, les commerciaux, les personnes en relation, on le sait aussi. Et je crois que dans tout phénomène, il ne faut pas être trop dans l'excès et voilà, garder un petit peu de recul par rapport à ça. Et les outils ne sont que des outils, ils compensent. Ils améliorent, ils aident, mais c'est nous qui devons trouver nos solutions. Et en effet, qui ne sont pas des solutions prêtes à penser ou prêtes à bien travailler, c'est des solutions qui conviennent à chacun dans toutes nos différences. Merci beaucoup Isabelle. Du coup, je vois que le temps file. C'est un sujet qui est assez intéressant qu'on aurait pu encore creuser sous différents angles pendant 1 heure et 1 heure. Et je crois que les grandes idées qui sont sorties, c'est qu'effectivement, en entreprise, il faut savoir recréer de la confiance, de la sécurité au sein de l'entreprise, mais également de la transparence de la part des managers et aussi repenser la formation des managers et leur rôle au sein de l'entreprise. En effet, le manager comme coach, comme l'a dit Mathieu, comme une personne qui accompagne et qui est au service de ses équipes plutôt que comme un dirigeant top to the top. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous souhaitez partager, mais en tout cas, je tenais à remercier chacun d'entre vous, aussi bien parmi les intervenants que parmi le public, d'avoir participé à ce webinaire. Et j'espère que tout le monde aura appris des choses aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.